Malheureusement, comme j'ai été mal prise en charge, moi j'ai des séquelles. La plus grosse que je garde, là on est 2 ans après, c'est la fatigabilité, c'est-à-dire que tout effort me demande plus de repos qu'avant. Et il y a une vraie différence que j'ai mis du temps à accepter entre ce que j'ai envie de faire, parce que j'étais quelqu'un de très très active, et ce que je peux faire aujourd'hui. Je m'appelle Adeline, j'ai 34 ans, je suis maman de 2 enfants, un garçon de 11 ans et un deuxième garçon de 3 ans. Et j'ai fait un AVC, un peu plus de 2 ans, dans la nuit. Ce soir-là, il était 20 h, on était à table avec, mon conjoint et mes enfants et vraiment d'un seul coup, je me suis sentie épuisée. Mais c'est vraiment pas la fatigue habituelle, c'est-à-dire que c'était comme si j'avais pris un coup de massue. Et très vite, j'ai commencé à avoir des fourmillements. Alors moi, c'était pas typique et c'était dans les 2 jambes et je me suis mise à vomir, beaucoup. Et comme mon petit dernier avait la gastro, je me suis pas forcément inquiétée. Pour moi, dans ma tête, j'ai fait le lien très vite en me disant: «Bah, je vais tomber malade» et donc je vais me coucher et là, j'étais dans un sommeil vraiment pas bien et à 2h30 du matin, tout a basculé. En fait, j'ai commencé à me paralyser. Ça m'a réveillée parce que les paresthésies dans les jambes devenaient très douloureuses. Mes jambes se paralysaient et mes bras se sont mis à se paralyser aussi, dans cette position. J'ai réveillé mon conjoint. Heureusement qu'il était là et j'arrivais à lui dire, «AVC, vite le 15» parce qu'en fait, c'est mon crâne que j'ai commencé à sentir s'engourdir. Je me suis pas posé 1000 questions, j'étais un peu sensibilisée même si je savais pas que ça pouvait arriver jeune. En réalité, avec les symptômes, pour moi, c'était évident que c'était neurologique et la seule chose neurologique à laquelle je pensais qui était d'un événement précis à un moment T, c'était l'AVC. On a appelé le 15. Sauf que malheureusement, moi, j'ai été très mal prise en charge. En fait, la médecin du SAMU n'a pas du tout pensé à un accident vasculaire cérébral et elle a cru que c'était une crise d'angoisse et même une crise de tétanie parce que comme mes membres étaient tétanisés, ça pouvait y ressembler. Donc elle a dit à mon conjoint, «J'envoie personne, c'est une crise d'angoisse, dites à votre femme qu'elle va pas mourir» parce qu'on m'entendait derrière dire: «Je vais mourir». Moi, je sentais que c'était grave. Il y a même un moment où je me suis sentie partir, où je me suis dit: «Si je ferme les yeux, c'est fini» et je disais à mon conjoint: «J'y arrive pas, je suis désolée» et elle a dit: «Si ça va pas mieux dans 30 minutes, vous nous rappelez». Mon conjoint, heureusement, il a eu le bon réflexe, il a tout de suite appelé les pompiers. Donc il a fait le 18 et en fait, il faut savoir que les pompiers, comme ils ne sont pas médecins, ils font ce qu'on appelle un départ réflexe. Donc quand il les a eu au bout du fil, il leur a dit: «Ma femme fait un AVC, il faut que vous veniez». Ils sont venus très vite, ils sont venus, ils étaient 6. Ils m'ont mise sous oxygène et effectivement, sous oxygène, moi, je commençais à aller mieux. C'est-à-dire que les symptômes diminuaient, j'étais un peu plus confortable. Sauf que les pompiers, bah, eux, ils rappellent le médecin régulateur et le médecin régulateur a repris le dossier en disant: «Mais on a déjà eu cette dame au téléphone, elle fait une crise d'angoisse, alors dites-lui que si, elle veut être évacuée, on l'évacue à l'hôpital près de chez elle, mais bon, c'est pas, alarmant». En fait, à ce moment-là, je me dis: «OK, bah, c'est peut-être eux qui ont raison, peut-être que je suis trop stressée». Donc j'ai des cachets à la maison pour apaiser les angoisses et je prends ces cachets-là en me disant: «Ça va passer». Quand les pompiers partent et qu'ils m'enlèvent l'oxygène, les symptômes reprennent de plus belle et au bout de 20 minutes, je dis à mon conjoint: «Il faut que tu rappelles le 15, ça va pas du tout». Donc il rappelle le 15, mais pareil, ils prennent un peu la chose, de haut en disant, «Bon, on va envoyer une ambulance», mais alors ils envoient une ambulance privée, donc elle arrive 3/4 d'heure après. Ils sont 2 et je me souviens qu'au moment où la dame, l'infirmière me dit: «Est-ce que vous pouvez vous lever? En fait, mes jambes me portent pas du tout». Donc ils doivent me descendre en chaise et ils m'envoient à l'hôpital à côté de chez moi, qui n'est pas un CHU et arrivée à l'hôpital, l'interne arrive devant le brancard et il me dit: «Mais mademoiselle, vous êtes trop jeune pour faire un AVC». Il appelle l'infirmière, il dit: «Tu lui donnes un cachet pour le stress», 4e de la nuit, «et tu me la mets en box» et c'est tout. Et donc je suis quand même scopée, mais j'ai même pas eu l'examen neurologique où on fait tendre les bras et cetera, pas de prise de sang, pas de scanner, pas d'IRM et à 6h du matin, moi je me réveille et je dis au médecin qui était là, «J'arrive pas à marcher» et il me répond: «C'est normal, vous avez eu une crise de tétanie, donc ça fait mal aux muscles» et c'est tout et je suis rentrée chez moi. Juste après ça, mon conjoint me récupère, il voit vite que ça va pas. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des troubles quand même neuro. Moi, je suis pas là, j'ai des absences, il y a quelque chose qui va pas. Donc lui, très vite, il trouve un rendez-vous chez un médecin généraliste et donc le lundi, je me retrouve chez ce médecin de ville et lui, tout de suite, en lui expliquant les symptômes, il dit: «Je voudrais être sûr que vous n'ayez pas fait un AVC. Il faut que vous fassiez une IRM, mais rapidement, dans les 2-3 semaines, pour être sûr que s'il y a une lésion, on puisse l'avoir sur l'IRM». Donc pour trouver un rendez-vous rapide, on se retrouve à aller à 1h30 de chez nous.
dans un hôpital. Et là, la médecin m'accueille et un peu paniquée en me disant: «Écoutez, il y a quelque chose de grave, vous avez beaucoup de lésions, il faut que vous alliez tout de suite à l'étage neurologie de l'hôpital». Sauf qu'à l'étage neurologie, je tombe sur une secrétaire médicale qui, elle, fait son travail et elle comprend pas bien. Je lui dis pourtant, c'est la partie libérale qui m'envoie. La médecin me dit de venir tout de suite avec mon compte rendu et c'est vrai que mon compte rendu est pas très chouette. Et elle me dit: «Bah, écoutez, on vous appellera quand on pourra vous prendre en rendez-vous». Et donc je rentre à nouveau chez moi avec le compte rendu du coup que personne n'avait, lu ni interprété. Et 3 semaines plus tard, ça recommence. Je me remets à vomir de l'eau et ma jambe gauche, me répond plus et je me revois, je suis dans le canapé, il est 21h30 et je dis à mon conjoint: «Ça recommence, appelle le 15». On appelle à nouveau le 15, on leur explique. En plus, mon conjoint leur dit: «Écoutez, elle a un compte rendu d'IRM qui est pas bon, elle doit avoir un rendez-vous à l'hôpital», ça devait être en novembre, donc là, on est en octobre, on est début octobre à ce moment-là. Il dit: «Écoutez, ne l'évacuez pas à l'hôpital qui est proche de chez nous, emmenez-la au CHU, il faut qu'elle soit en unité neurovasculaire», parce qu'on avait quand même compris qu'il y avait un truc neuro. Et le 15, là, nous explique que, bah non, parce que le maillage territorial fait que, quand il vous arrive quelque chose, vous devez être envoyé à l'hôpital le plus proche. Et normalement, c'est l'hôpital le plus proche, s'il n'a pas de service de neurologie, qui doit vous envoyer au CHU et en unité neurovasculaire. Donc ils viennent me chercher, mais comme je refuse l'hôpital à côté de chez moi, ils m'envoient dans une clinique privée. Et cette clinique privée, la médecin, c'est elle qui prend les choses très au sérieux, et je pense que c'est grâce à elle que je suis encore là aujourd'hui. En fait, elle m'explique déjà qu'elle comprend pas que je sois dans sa clinique parce qu'elle a pas de neurologue, elle a pas d'IRM d'urgence, donc elle ne peut rien faire. Donc elle appelle l'hôpital en leur disant: «Il faut que vous l'hospitalisiez parce qu'il y a quelque chose d'important». Mais comme mes constantes sont bonnes et que je suis pas en risque vital immédiat, l'hôpital lui répond: «Bah, on la prendra quand on aura de la place». Et le lendemain, l'hôpital m'appelle en disant: «On va avoir une place, préparez vos affaires». 3 heures plus tard, pas de nouvelles. Finalement, on n'a plus de place parce qu'à l'hôpital, il y a tellement peu de place et beaucoup de patients, forcément, il y avait quelqu'un qui devait être aux urgences qui a bénéficié de la place, ce qui est normal, mais moi, en attendant, bah, j'étais toujours pas prise en charge. Et là, mon conjoint explose et il appelle le service de neurologie, il leur dit: «Écoutez, ma femme va pas bien du tout, il faut que vous fassiez quelque chose parce que, nous, on sait plus quoi faire pour qu'elle soit soignée». Et l'infirmière, ben, elle fait ce qu'elle peut, mais elle fait ce qu'il faut là parce qu'elle nous dit: «En fait, il faut que vous l'ameniez aux urgences parce que c'est sa seule chance d'être prise en charge, mais elle va attendre 24 heures». Effectivement, il me dépose aux urgences du CHU. J'attends 24 heures et pendant 24 heures, alors j'ai pas d'examen, le médecin, l'interne qui est présent, il prend aussi les choses un peu de haut, il lit pas l'IRM non plus. Et le lendemain, je monte. En plus, j'ai dû un peu batailler en me disant: «Mais il faut que je sois hospitalisée en neurologie, il faut», parce que je vois les infirmières appeler en disant: «On cherche des places pour un tel». Enfin, il y a beaucoup de monde au triage, mais ils ont pas de place dans les services. Et j'arrive dans ce service et en fait, ça a été très simple, hein. L'interne de garde, elle a pris mon IRM que j'avais avec moi. Elle est partie de l'analyser, elle est revenue, elle m'a dit: «Bah, madame, je sais ce qui s'est passé, votre cerveau a manqué d'oxygène pendant quelques instants». Et donc je lui dis: «Est-ce que j'ai fait un AIT, donc un accident ischémique transitoire?» Et elle me répond: «Non, c'est pas un AIT que vous avez fait un AVC». Et c'est comme ça que j'ai été diagnostiquée. J'ai fait cet AVC-là, il y a eu un sujet, j'ai été hospitalisée en maladie inflammatoire parce qu'ils pensaient plutôt à une sclérose en plaques, parce qu'en fait, j'étais suivie depuis des années, j'avais déjà des lésions cérébrales. Finalement, les médecins ont dû se concerter pour, s'accorder que, bah, les lésions ne correspondaient pas aux emplacements habituels d'une sclérose en plaques et que c'était du coup plutôt des petits accidents, cérébraux. C'est vrai que moi, j'avais souvent des problèmes qu'on analysait comme des migraines avec aura, et on n'arrivait pas à me soigner. En fait, aujourd'hui, ils s'accordent à penser que c'était probablement des petits accidents, cérébraux qui étaient moins importants que le dernier que j'ai fait, mais qui du coup ont provoqué des lésions. Donc j'en aurais fait plusieurs avant. J'avais cette lésion-là qui était récente, j'en avais une autre aussi qui était pas très vieille. Quand on fait un AVC jeune, il y a tout un tas d'examens pour trouver la cause. Évidemment, la première question que j'ai eue, c'est: «Est-ce que vous fumez?» Dans mon cas, la réponse était positive. La deuxième, ça a été: «Est-ce que vous prenez la pilule?» Eh ben non, moi je prenais pas la pilule parce qu'il faut savoir que chez une femme, tabac plus pilule, on le dit, on le répète, mais tabac plus pilule, c'est un cocktail qui peut provoquer un AVC chez la femme jeune. Donc comme chez moi c'était négatif, on a fait des examens et dans mon cas c'était, dû à un foramen ovale perméable, donc c'est un trou entre les 2 oreillettes du cœur. A priori, c'est une variante de la normale, c'est-à-dire qu'il y a une personne sur 4 qui est concernée. Heureusement, tout le monde ne fera pas d'AVC dessus, mais selon la taille de l'orifice, eh ben, les caillots peuvent passer plus facilement. Et j'ai été opérée 7 mois plus tard à l'hôpital cardiologie. Il passe par la fémorale et il déploie une prothèse à l'intérieur du cœur pour fermer le trou. Alors malheureusement, comme j'ai été mal prise en charge, moi j'ai des séquelles. La plus grosse que je garde, là on est 2 ans après, c'est la fatigabilité, c'est-à-dire que tout effort me demande plus de repos qu'avant.
Et il y a une vraie différence que j'ai mis du temps à accepter entre ce que j'ai envie de faire, parce que j'étais quelqu'un de très très active, et ce que je peux faire aujourd'hui. Et j'ai eu longtemps, et encore maintenant, mais c'est plus rare, des difficultés avec ma jambe gauche, c'est le côté gauche plutôt parce que l'AVC a eu lieu à droite. Ma jambe a comme des paralysies, enfin des tétanies du muscle, si elle est trop sollicitée, et ben, ça lâche un peu et c'est un peu compliqué. Et puis j'ai eu des troubles cognitifs, mémoire immédiate, ça a été catastrophique. On pouvait me dire quelque chose, j'oubliais la seconde d'après. Je pouvais, c'est des choses bêtes, mais quand on a des enfants, mon fils pouvait me demander un biberon, il suffisait que je fasse autre chose en 3 secondes, j'avais oublié. À ce moment-là, quand je fais l'AVC, moi, je viens de monter ma structure en audiovisuel événementiel. J'ai des journées de 16 heures, de 20 heures, enfin, c'est très, très intense. Moi, j'adore ce que je fais. Tout de suite après l'AVC, forcément, comme je suis indépendante, je reprends mon travail. Il a fallu que je prenne des murs pour me rendre compte que non, c'était pas possible. Et ça a été très, très dur. Moi, j'ai dû accepter à un moment donné, on me l'avait dit dès le départ, je pensais que j'en aurais pas besoin, mais d'être suivie sur le plan psychologique, c'est hyper important. Non seulement parce que j'avais un traumatisme de cette nuit-là, parce que j'ai pas été prise en charge. Donc en fait, c'est ça qui crée le trauma. C'est-à-dire que j'aurais pu faire un AVC, être prise en charge correctement, ne pas avoir de traumatisme. Le traumatisme, il vient du fait que je sentais moi que c'était grave, mais j'étais pas écoutée. Et donc moi, je me sentais mourir et j'entendais que les personnes qui pouvaient m'aider ne le comprenaient pas. Et ça a été très dur et j'ai accepté de voir un psychiatre aussi. Et ça a été un long chemin, l'acceptation de bah, je peux pas reprendre ma vie d'avant, il ne s'était rien passé. D'autant plus que, étant mal prise en charge, bah, les séquelles ont été plus compliqué, la fatigabilité, quand on fait de l'événementiel, c'est pas possible. C'était plus envisageable pour moi d'aller sur de gros événements, de faire des journées de 20 heures, d'avoir un rythme très intense comme avant. Malheureusement, j'en étais plus capable. Moi, j'avais des clients qui ont très bien compris. Pour le coup, j'ai même mon meilleur client, ils sont venus me voir à l'hôpital, ils ont été adorables et ils m'ont confié des projets que je pouvais gérer entièrement à distance. Mais même ça, comme c'était je travaillais pour des gros comptes, donc c'est des gros projets où il faut gérer tout l'ensemble, il faut vraiment avoir une vue à 360. Moi, j'étais habituée à être partout et là, en fait, mon cerveau ne pouvait plus. Je pouvais oublier des choses que j'aurais jamais oubliées avant. Et du coup, j'ai liquidé ma société il y a seulement quelques mois parce qu'il m'a fallu plus d'1 an et demi pour accepter que il fallait que je passe à autre chose. Et les médecins même me disent que le surmenage et le rythme que j'avais a contribué à provoquer cet AVC. En général, je suis obligée de faire des siestes au moins 2 heures par jour. Alors, gérer un bébé après un AVC, c'est très compliqué. Même mon conjoint, ça a impacté ma vie professionnelle, mais ça a impacté aussi celle de mon conjoint parce que lui, il avait un travail où il faisait des déplacements sur plusieurs jours. Sauf que du jour au lendemain, moi, m'occuper d'un enfant de 14 mois, je n'arrivais même plus à le porter. Donc il a fait une rupture conventionnelle pour rester, il est resté 1 an et demi avec moi et les enfants. Au début, ses angoisses, c'était de me laisser avec les enfants. C'est-à-dire qu'il savait que mon énergie sur une journée, pour moi, c'est très compliqué et pourtant, je travaillais plus, de pouvoir gérer les enfants le matin et faire la dernière journée du soir où il faut gérer les repas, les bains, et cetera. Alors mon grand, c'était plus facile parce qu'à 9 ans, il est autonome, mais un bébé quand même, on sait déjà qu'en bonne santé, un bébé, c'est compliqué, mais alors après un AVC ou avec une maladie grave, c'est un vrai défi. Aujourd'hui, moi, je suis en paix avec ce qui m'est arrivé, grâce à l'aide des psychologues, il faut être clair, parce que sans eux, je pense que j'en serais pas là. Grâce à mon orthophoniste aussi, parce qu'au-delà d'être une orthophoniste, elle a été une véritable accompagnante pour me faire comprendre que, en fait, la vie d'avant, c'est terminé, mais c'est pas grave, parce que ça veut pas dire que celle d'après, elle sera pas aussi bien, elle sera différente. Et j'ai pris un chemin de vie totalement différent de celui que j'avais pris avant l'AVC. Et je pense que l'être humain, il a une capacité de résilience qui est incroyable. Donc soit on décide de s'effondrer, soit on décide d'en tirer une force et d'avancer. On avancera différemment. Moi, aujourd'hui, j'ai compris que la vie pouvait être belle quand même et je vois les choses différemment et en fait, je profite plus. Les problèmes, les petits problèmes ne sont plus des problèmes. Je me fais plus d'angoisse inutile parce que je sais qu'il y a plus grave. C'est ce livre, Trop jeune pour faire un AVC. Il a une belle histoire parce que j'ai dû faire un travail d'écriture avec mon orthophoniste. 9 mois après l'AVC, elle m'a dit: «Sur quoi tu veux écrire?» Pour moi, le plus logique, c'était d'écrire, ce qui m'était arrivé. J'ai commencé à faire une rédaction. Au début, c'était très compliqué. Elle m'a aidée à faire le plan et petit à petit, de séance en séance, j'arrivais avec 5 nouvelles pages, 5 nouvelles pages et elle m'a dit: «Tu sais, là, tu es plus en train de me faire un récit, tu es en train d'écrire un livre». Donc pendant 8 mois, on a écrit ce récit et à la fin, elle m'a dit: «Tu sais, ce serait dommage que ça reste dans un tiroir». Et donc c'est grâce à elle, elle m'a poussée, elle m'a dit: «Tu sais, ce que tu racontes, ça peut aussi aider des personnes». Parce que c'est vrai que le premier réflexe quand quelque chose comme ça nous arrive, c'est de chercher des pairs à qui il est arrivé la même chose. Moi, mon premier réflexe à l'hôpital, ça a été de chercher sur internet AVC à 32 ans et je suis tombée sur une jeune femme qui en avait fait un pour la même cause
Et elle m'a même appelée quand j'étais à l'hôpital. Et ça a été beaucoup plus aidant pour moi que ce que pouvaient me dire les médecins, en fait. Parce qu'eux, ils sont dans leur truc, c'est très cartésien, c'est de la médecine. Mais le vécu qu'on a en tant que patient, c'est important de le partager. Donc, j'ai contacté des maisons d'édition et c'est Hello Édition qui m'a répondu. Et donc, il a été publié là, en décembre 2024. On peut le trouver un peu partout. Si je dois faire passer un message, dans mon cas, du coup, avant tout, c'est écoutez-vous. Moi, après coup, je me suis dit qu'en fait, mon instinct de survie, quelque part, qui m'avait dit que je faisais un AVC, j'avais raison. Parce que moi, un mois après, les médecins d'hôpital me disaient que j'étais vraiment une miraculée et j'aurais eu le temps de mourir 100 fois. Et j'ai beaucoup de chance d'être encore là et de m'en sortir aussi, bien sûr, tout. Mais j'ai envie de dire aux gens, écoutez-vous, faites-vous confiance. Au pire, vous avez tort, mais si vous sentez que quelque chose ne va pas, demandez des examens parce que, en fait, ça coûte rien. Il vaut mieux, même si c'est un cas sur 1000. Moi, je prends toujours l'exemple, si on a un paquet de bonbons avec un bonbon qui pourrait vous tuer, est-ce que vous prenez le risque? Bah, pour moi, la réponse est non. Et donc, il vaut mieux vérifier qu'il n'y a pas quelque chose de grave. Et le message aussi que je veux faire passer, c'est qu'on peut se relever de tout avec de la volonté, même si c'est pas comme avant. On peut réinventer sa vie. Et il faut se faire accompagner. Surtout, il ne faut pas négliger l'accompagnement psychologique parce que c'est très important.